Dans ma propre maison, j'ai été envahi par un mauvais pressentiment. J'ai fait semblant de partir en vacances et j'ai observé de loin. Puis une voisine âgée m'a pris par la main et m'a chuchoté. À minuit, tu verras et comprendras tout. Quand minuit est arrivé, je me suis évanoui devant la vérité choquante qui a tout bouleversé. La chaleur de l'après-midi collait à ma chemise alors que je poussais la porte de mon bureau. Mes doigts ont trouvé l'interrupteur et c'est là que ma main s'est figée en plein mouvement. Quelque chose n'allait pas. Rien de dramatique. Pas de meubles renversés ni de verres brisés. Mais après 40 ans passés dans cette maison, dont 30 en tant que juge à la cour supérieure, je connaissais chaque angle, chaque ombre, chaque détail de cette pièce. Les dossiers en carton sur mon bureau étaient décalés de 5 cm vers la gauche par rapport à l'endroit où je les avais placés. Le fauteuil était mal orienté, et le classeur, mon classeur personnel, présentait des rayures fraîches autour de la serrure. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes. J'ai posé ma bouteille d'eau avec un soin délibéré, luttant contre l'envie de me précipiter. Au lieu de ça, j'ai contourné lentement le bureau, laissant mes yeux cataloguer chaque perturbation. Le dossier de l'acte de propriété, que je gardais toujours face à moi, était maintenant incliné sur le côté. Les documents fiscaux que j'avais classés chronologiquement étaient mélangés. Quelqu'un avait parcouru ces papiers méthodiquement, en essayant de les replacer près de leur position d'origine. Presque, mais pas parfaitement. Je me suis accroupi à côté du classeur, mes genoux protestant. La serrure portait de minuscules éraflures. Un travail d'amateur. Probablement un coupe-papier ou un couteau à beurre. J'ai ouvert le tiroir. Tout était là, mais l'ordre était incorrect. Mon testament se trouvait sous les papiers d'assurance au lieu d'être au-dessus. Les relevés financiers montraient des traces de doigts dans les marges. Peut-être que j'avais fait ça moi-même. Déplacer des choses dans un moment que j'avais oublié. J'avais 67 ans, après tout. Mais alors même que cette pensée se formait, je l'ai rejetée. 30 ans sur le banc m'avaient appris à faire confiance aux preuves plutôt qu'aux explications commodes. Mon esprit vieillissait peut-être, mais il ne me faisait pas défaut. Pas encore. Je suis resté là, dans le silence de mon bureau, tenant un dossier avec les empreintes de quelqu'un d'autre dessus, et j'ai senti quelque chose basculer dans ma poitrine. Pas de la panique, quelque chose de plus froid. Le même instinct qui m'avait aidé à démasquer des témoins menteurs, à repérer des documents falsifiés, à voir clair dans des témoignages répétés. Cet instinct hurlait maintenant. La question était, qui ? Le dîner a répondu à cette question sans un mot. J'avais pris ma place habituelle en bout de table. Edwin était assis à ma droite, Euphémia en face de lui. Le poulet était trop cuit. Euphémia n'avait jamais vraiment maîtrisé les recettes de ma défunte femme, mais je les découpais avec une précision mesurée, mâchant lentement pendant qu'ils discutaient de leur journée. Puis Edwin s'est raclé la gorge. « Papa, je pensais, as-tu mis à jour ton testament récemment ? Je veux juste m'assurer que tout est bien organisé. » Ma fourchette s'est arrêtée à mi-chemin de ma bouche. Je l'ai reposée avec un contrôle soigné, le métal cliquetant contre la porcelaine plus fort qu'il n'aurait dû. J'ai regardé mon fils. Je l'ai vraiment regardé. Ses yeux ont filé vers Euphémia, puis sont revenus vers moi. Trop rapidement. Pourquoi demandes-tu ça ? Aucune raison, juste de la planification intelligente, tu sais. À ton âge. À mon âge. J'ai laissé ces mots en suspens, regardant une rougeur monter à son cou. Je vois. Euphémia se pencha en avant, son sourire chaleureux, mais ses yeux vifs. Wilbert, nous voulons seulement ce qu'il y a de mieux. Avoir des documents clairs protège tout le monde. Ça évite la confusion plus tard. J'ai pris une gorgée d'eau, me donnant le temps de l'étudier. Elle était douée, meilleure qu'Edwin pour cacher sa nervosité. Mais j'avais passé 3 décennies à lire le langage corporel dans les salles d'audience. Sa main gauche serrait sa fourchette trop fort. Les tendons de son poignet ressortaient comme des câbles. Une confusion à propos de quoi, exactement ? Elle a cligné des yeux, se reprenant en douceur. Oh, tu sais, les questions juridiques. Edwin s'inquiète que tu vives seul dans cette grande maison. Vraiment ? Ce n'était pas une question. J'ai repris ma fourchette, recommencé à manger, les laissant interpréter mon silence comme il le voulait. Le reste du repas s'est éternisé. J'ai fait semblant de regarder les nouvelles du soir par la suite,
tout en étudiant leur reflet dans la fenêtre assombrie derrière la télévision. Ils étaient assis près l'un de l'autre sur le canapé, leurs têtes rapprochées, leurs voix basses. Euphemia a touché le bras d'Edwin, un geste de réconfort ou de conspiration. Edwin a hoché la tête, a jeté un coup d'œil vers moi, puis s'est rapidement détourné quand il a pensé que je pourrais le remarquer. Il pensait que je regardais juste la télévision. Il n'avait aucune idée que j'étais en train de monter un dossier. Cette nuit-là, j'étais allongé dans mon lit, fixant la lente rotation du ventilateur de plafond, incapable de dormir. Mon fils. Mon propre fils. Le garçon que j'avais élevé, que j'avais envoyé à la faculté de droit, que j'avais célébré à son mariage, maintenant assis dans mon salon, complotant quoi? Pour me faire déclarer inapte afin de prendre le contrôle de mes biens. La maison valait plus d'1 million d'euros sur ce marché de Scottsdale. La police d'assurance vie, un autre demi-million. Les comptes de retraite, les investissements, le terrain à Flagstaff que mon père m'avait laissé. Largement de quoi motiver quelqu'un sans patience. Je me suis levé avant l'aube, me déplaçant dans la maison silencieuse comme un fantôme. Le courrier était à sa place habituelle près de la porte d'entrée. Edwin avait dû le rentrer hier. J'ai trié la pile avec une attention particulière. 3 enveloppes avaient été ouvertes et grossièrement refermées. 2 lettres relatives aux impôts que j'attendais manquaient totalement. J'ai sorti mon téléphone et vérifié l'application de suivi postal. Les 2 lettres manquantes étaient indiquées comme livrées il y a 3 jours. Mes mains tremblaient pendant que je photographiais les enveloppes ouvertes. Puis je les ai maîtrisées par la seule force de ma volonté. Pas de place pour l'émotion maintenant. Seulement l'épreuve, l'observation, la planification. De retour dans mon bureau, je me suis tenu devant le classeur violet et j'ai laissé la rage m'envahir. Puis je l'ai enfermé. Profondément, là où elle ne pourrait pas interférer avec une pensée claire. 30 ans à regarder les gens mentir m'avaient appris une chose. Tout le monde a un tic révélateur. Celui d'Edwin était toujours dans ses yeux. Ce soir-là, il ne pouvait pas soutenir mon regard plus de 3 secondes. Les pièces s'assemblaient dans mon esprit comme un mémoire juridique. Le mobile, l'argent. L'opportunité, vivre dans ma maison. La méthode, encore inconnue, mais ils avaient clairement commencé à recueillir des informations, à se constituer un levier, et ils pensaient que je n'étais qu'un vieil homme fatigué qui ne remarquerait pas qu'on lui volait sa propre vie. Je me suis affalé dans mon fauteuil de bureau et j'ai parlé doucement dans la pièce vide. Ils pensent que je ne suis qu'un vieil homme fatigué. Ils sont sur le point d'apprendre ce que 3 décennies dans une salle d'audience vous enseignent. Comment lire les preuves, comment monter un dossier, et comment frapper quand ils s'y attendent le moins. Le plan a commencé à se former alors. Pas la vengeance. Pas encore. D'abord, j'avais besoin d'informations. Et pour obtenir des informations, je devais être invisible. Je devais leur faire croire qu'ils avaient gagné, que j'étais hors de leur chemin, qu'ils pouvaient agir librement. Ils voulaient que je parte. Très bien, j'allais disparaître. Mais pas de la manière qu'ils espéraient. J'ai sorti un bloc-notes et j'ai commencé à faire des listes, le matériel dont j'aurais besoin, les endroits d'où je pourrais observer, les gens qui me devaient des faveurs. La machinerie de ma contre-attaque s'est mise en place avec la précision que j'utilisais autrefois pour démanteler les stratégies de la défense. Au moment où le soleil s'est levé sur le désert, projetant de longues ombres sur le sol de mon bureau, je savais exactement ce que j'allais faire. Ils avaient ouvert une porte vers les ténèbres, pensant trouver un vieil homme sans défense de l'autre côté. Au lieu de cela, ils allaient trouver un juge. Et cette fois, je n'étais pas lié par les règles de la preuve ou le droit procédural. Cette fois, le verdict serait le mien, et à moi seul de le rendre. 2 jours de planification, 2 jours à jouer le retraité inconscient tout en faisant des préparatifs minutieux. Maintenant, assis à la table du petit déjeuner avec Edwin et Euphemia, j'étais prêt à tendre le piège. J'ai beurré ma tartine lentement, pris une gorgée de café délibéré, puis j'ai posé la tasse avec une précision désinvolte. Je pensais à ce voyage au Grand Canyon dont nous avons toujours parlé. Je vais le faire. 2 semaines, à partir d'aujourd'hui. La fourchette d'Edwin a heurté son assiette avec un bruit sec. Aujourd'hui? C'est soudain. J'ai haussé les épaules en attrapant la confiture. Je suis à la retraite. C'est le moment ou jamais. Ta mère a toujours voulu le voir. Je me suis dit que j'allais enfin le faire pour elle. L'émotion dans cette dernière phrase était calculée.
Assez vrai pour être crédible. Assez stratégique pour détourner les soupçons. Je les ai regardés digérer l'information, j'ai vu le regard qu'ils ont échangé, trop rapide, trop chargé de sens. Euphémia s'est reprise la première, se penchant en avant avec une chaleur fabriquée. C'est merveilleux, Wilbert. Tu mérites une pause. Ne t'inquiète de rien ici. Ne t'inquiète de rien ici. Les mots flottaient dans l'air comme une confession. J'ai hoché la tête lentement, étudiant mon assiette comme si je considérais la logistique plutôt que de lire son visage. Elle planifiait déjà. Je pouvais le voir dans la façon dont ses doigts tapaient une fois contre la table. Un geste inconscient d'impatience à peine réprimé. « Tu es sûr de vouloir conduire seul ?» demanda Edwin, essayant de paraître inquiet. « C'est un long voyage pour... » Il s'est interrompu, réalisant le piège dans lequel il était tombé. « Pour quelqu'un de mon âge. » J'ai laissé une pointe d'agacement percer dans ma voix, le regardant tressaillir. « Je ne voulais pas. »« Je sais que non, mon fils. » J'ai délibérément adouci mon ton, lui offrant une porte de sortie. « Ça ira. Ça fait 40 ans que je conduis sur ces routes. » Le soulagement sur son visage était presque douloureux à voir. Mon propre fils. Reconnaissant que je n'allais pas lui rendre la tâche difficile, reconnaissant de l'opportunité de me voler. J'ai passé la matinée à me déplacer dans la maison avec une précision méthodique, jouant le rôle du voyageur enthousiaste. Des chaussures de randonnée sorties du placard, du matériel photo, des cartes du Grand Canyon étalées sur la table de la salle à manger. Chaque objet choisi pour son authenticité. Mais enfoui parmi les fournitures de touristes, j'ai emballé d'autres choses. Des jumelles, des bonnes, avec vision nocturne. Mon vieux carnet de notes d'affaires, encore à moitié rempli de pages blanches, un petit appareil photo numérique. Les outils d'enquête cachés sous le costume des loisirs. Au déjeuner, j'ai étalé la carte sur la table et j'ai tracé mon itinéraire prévu avec un doigt pendant qu'il se penchait avec un intérêt fin. Je prendrai la route 17 vers le nord, je m'arrêterai probablement à Flagstaff la première nuit, puis vers l'ouest jusqu'au canyon. Ça a l'air parfait. Dit Euphémia, ses yeux suivant mon doigt. Mais elle ne regardait pas l'itinéraire. Elle me regardait moi, mesurant, calculant combien de temps je serais parti. 2 semaines devraient suffire, ai-je continué. Peut-être que je prolongerai si le temps est beau. Ça fait si longtemps que je n'ai pas juste existé quelque part sans obligation. Prends tout le temps dont tu as besoin, dit Edwin trop vite, trop avidement. La chaleur de l'après-midi était brutale alors que je chargeais le camion. 42 degrés Celsius, le genre de journée d'été à Scottsdale qui faisait miroiter l'air. Je me suis déplacé lentement, en partie pour l'effet, en partie parce que mon dos protestait vraiment. Une glacière avec de la glace et de l'eau, une chaise de camping, un sac de couchage dont je n'aurais pas besoin, mais qu'il s'attendait à voir. Edwin est sorti pour aider à porter les objets les plus lourds. Je l'ai laissé faire, observant comment ses mouvements étaient raides, la culpabilité et l'anticipation se livrant bataille en lui. Quand tout a été chargé, je me suis tourné vers lui. Il s'est approché pour une étreinte, et je l'ai serré un instant, sentant à quel point son étreinte était rigide. « Prends soin des choses ici », lui ai-je dit doucement à l'oreille. « Nous le ferons, papa. Nous le ferons. » Euphémia attendait près de la porte, et j'ai accepté son baiser sur ma joue. Son parfum était cher, plus récent que dans mon souvenir, plus vif, acheté avec de l'argent anticipé. La pensée était comme de l'acide dans mon esprit, mais j'ai gardé un visage neutre, voire chaleureux. « Amuse-toi bien, Wilbert. Tu l'as bien mérité. » Je suis monté dans le camion, j'ai démarré le moteur. Ils se tenaient sur le porche en agitant la main, leur sourire trop éclatant, leur enthousiasme trop vif. En m'éloignant, je les ai observés dans le rétroviseur. Dès qu'ils ont pensé que je ne pouvais plus les voir, leurs visages ont changé. Le bras d'Edwin a entouré la taille d'Euphémia. Elle a dit quelque chose qui l'a fait rire. Il célébrait. 32 km à l'est, pas au nord. Le motel Desert Inn se trouvait près de l'autoroute 87, le genre d'endroit qui accepte l'argent liquide et ne pose pas de questions. Je me suis enregistré sous le nom de James Morrison, un accusé que j'avais autrefois acquitté, mort depuis longtemps maintenant, mais dont je me souvenais encore des détails. Le réceptionniste m'a à peine jeté un coup d'œil. La chambre était exactement ce à quoi je m'attendais. Moquette fine, climatiseur qui cliquetait, télévision boulonnée à la commode.
Je me suis assis sur le bord du lit et j'ai attendu l'obscurité. 3 heures. J'ai mangé un sandwich que j'avais préparé, bu de l'eau, essayé de faire une sieste, mais impossible. Mon esprit était déjà de retour à ma maison, imaginant ce qu'il faisait. Avait-il déjà commencé? Était-il dans mon bureau en ce moment même, fouillant tout sans aucune précaution? Le soleil a finalement sombré sous l'horizon du désert à 19h30, peignant le ciel d'orange et de violet. J'ai attendu encore 2 heures jusqu'à ce que l'obscurité totale s'installe. Puis j'ai repris la route. Un itinéraire différent cette fois. Des rues secondaires que je connaissais après des décennies de vie dans ce quartier. Je me suis garé à 3 rues de là, dans l'ombre d'un eucalyptus, et j'ai marché prudemment dans la nuit chaude. Mes genoux protestaient, mais je les ai ignorés. La maison vacante en face de la mienne était en vente depuis 6 mois. J'étais passé devant des dizaines de fois, j'avais remarqué la boîte à clés sur la porte d'entrée, mémorisé le code sur le panneau de l'agent immobilier, 4732. Mes doigts ont trouvé les boutons dans l'obscurité, et la boîte s'est ouverte avec un déclic. La maison sentait la poussière et l'abandon, ce vide particulier d'un lieu qui attend de devenir le foyer de quelqu'un. Je me suis déplacé sans lumière, laissant mes yeux s'habituer, trouvant la chambre du rez-de-chaussée avec sa vue dégagée sur ma propre maison. Toutes les fenêtres là-bas brillaient de lumière, les 2 voitures dans l'allée. J'ai installé ma chaise de camping, la dépliant avec un doux murmure de tissu et de métal, j'ai sorti les jumelles, les élevées à mes yeux, et ils étaient là. À travers la fenêtre de mon propre salon, je pouvais voir Edwin faire les 100 pas. Euphémia était assise sur le canapé, le téléphone collé à l'oreille. Une conversation animée que je ne pouvais pas entendre mais que je pouvais lire dans ses gestes. Elle coordonnait quelque chose. Quelqu'un. Mon cœur ne s'est pas emballé. Mes mains n'ont pas tremblé. Au lieu de cela, j'ai ressenti cette même clarté froide qui s'abattait sur moi lors des procès compliqués. Quand toutes les pièces s'alignaient enfin, la transformation était complète. Je n'étais plus la cible, plus la victime positionnée et manipulée. J'étais le chasseur maintenant, et ils n'avaient aucune idée que je les observais. J'ai ajusté la mise au point des jumelles, m'installant pour une longue nuit. J'avais passé 30 ans à observer des criminels depuis le banc du juge, à démêler la vérité du mensonge, la justice de la manipulation. Je n'aurais jamais pensé les observer depuis une maison vide en face de la mienne. Je n'aurais jamais pensé que l'un d'eux serait mon propre fils, mais j'étais là. Et quoi qu'il prépare, quoi qu'il pense pouvoir faire en mon absence, j'allais voir chaque mouvement, entendre chaque mot, documenter chaque crime. Il voulait m'effacer de ma propre vie. Très bien. Je les laisserai écrire toute l'histoire, puis je leur montrerai ce qui arrive quand on essaie d'escroquer un juge. J'ai levé les jumelles à mes yeux, me suis concentré sur la fenêtre de mon salon, et j'ai attendu de voir qui était vraiment mon fils et ma belle-fille. 3 jours d'observation avaient laissé des traces. Des tasses de café vides s'alignaient sur le rebord de la fenêtre de la maison vacante. Des emballages de restauration rapide remplissaient un sac en plastique près de la porte. Mon dos me faisait mal à cause de la chaise de camping. Mes yeux brûlaient après des heures passées derrière les jumelles. Mais mon esprit restait vif. J'avais documenté chaque visiteur, chaque lumière allumée ou éteinte, chaque mouvement à travers ces fenêtres de l'autre côté de la rue. Mais je n'en avais pas encore assez vu. Pas encore. Edwin et Euphémia se déplaçaient dans ma maison avec une confiance croissante. Mais ce qu'ils préparaient restait juste hors de ma portée. Puis j'ai entendu des pas sur le porche. Ma main s'est jetée sur mon téléphone, prête à appeler la police et à expliquer ma présence avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. La porte s'est ouverte lentement. Je me suis retourné, répétant mes excuses, et je me suis figé. Georgiana Elliott se tenait dans l'embrasure de la porte, sa frêle silhouette se découpant sur le soleil de l'après-midi. Elle portait un cardigan crème malgré la chaleur. Des chaussures confortables, ses cheveux argentés tirés en un chignon soigné. Mais ce qui m'a arrêté, ce n'était pas son apparence. C'était l'expression sur son visage. Pas de surprise, pas de confusion, juste une calme reconnaissance. Je t'ai observé les observer, Wilbert. Ma gorge s'est nouée. Madame Elliott, que faites-vous ici? Elle est entrée, fermant la porte derrière elle avec l'aisance familière de quelqu'un qui avait déjà fait ça. La même chose que toi, découvrir la vérité. Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Le déni est venu automatiquement. Une habitude judiciaire.
Ne jamais confirmer ce qu'on n'est pas obligé de confirmer. Elle s'est approchée de la fenêtre, s'est tenue à côté de ma chaise et a pointé du doigt ma maison. Cette fenêtre, au 2e étage, c'est là que j'ai vu Euphémia prendre des photos mardi. Pièce par pièce. Très minutieusement. Mes mains se sont crispées sur les jumelles. Vous surveillez ma maison. Je surveille ta maison depuis 40 ans, Wilbert. Nous sommes voisins depuis tout ce temps. Elle a sorti un petit carnet de la poche de son cardigan. L'a ouvert pour révéler une écriture soignée, des dates, des heures. Un homme est venu mardi après-midi. Costume d'affaires, mallette en cuir, et resté 40 minutes. Je me suis penché en avant malgré moi. À quoi ressemblait-il? La quarantaine, peut-être. Cheveux noirs, professionnel. Il est revenu jeudi matin. Edwin l'a fait entrer les 2 fois. Vous en êtes certaine? Ses yeux ont rencontré les miens, vifs et clairs. Je suis peut-être vieille, mais mes yeux fonctionnent bien. Je me suis levé, m'éloignant de la fenêtre, essayant de reprendre le contrôle. Cela ne vous concerne pas, ta famille est en train de te voler jusqu'au dernier sou, a-t-elle interrompu, sa voix factuelle. Ça en fait l'affaire de tout le monde. Les mots ont frappé comme un verdict que j'évitais. Vous ne savez pas ça. Vraiment? Elle a désigné mon installation de surveillance. Les jumelles, le bloc-notes, la chaise de camping positionnée pour des heures d'observation. Alors pourquoi te caches-tu dans une maison vide à observer ta propre maison? Le silence s'est étiré entre nous. Dehors, une voiture est passée. À l'intérieur, le climatiseur cliquetait. Finalement, j'ai posé la seule question qui comptait. Qu'est-ce que vous vouliez dire à propos de minuit? Georgiana s'est retournée vers la fenêtre, son profil se découpant sur la lumière. Ils pensent que tu es loin. Ils se sentent à l'aise. Ce soir, ils vont passer à l'action. Comment pouvez-vous en être si sûr? Elle a tapoté son carnet avec un doigt. Les schémas. Mardi et jeudi, l'homme est venu en journée. Hier, Edwin a porté des boîtes au garage après la tombée de la nuit. Il prépare quelque chose. Et vous pensez que ce soir? Je sais que c'est ce soir. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Fais-moi confiance. Confiance. Le mot me semblait étranger. J'avais passé 3 jours seul avec mes soupçons, ma honte, ma rage. L'idée de partager quoi que ce soit me paraissait impossible. C'était ma famille, mon échec, ma bataille à mener. Mais elle sortait déjà un thermos d'un sac en toile que je n'avais pas remarqué. 2 tasses, des sandwichs emballés dans du papier ciré, s'installant à côté de moi comme si nous avions planifié ce partenariat depuis toujours. Pourquoi faites-vous ça? La question est sortie plus doucement que je ne l'avais prévu. Elle a marqué une pause, la tasse à mi-chemin de ses lèvres. Quand elle a parlé, sa voix portait un poids que je n'avais pas entendu auparavant. Parce que j'ai vu ma propre fille me voler avant de mourir. Je n'ai rien fait. Je ne regarderai pas ça arriver à quelqu'un d'autre. Quelque chose s'est détendu dans ma poitrine. Je suis désolé. Ne sois pas désolé. Sois prêt. Elle m'a tendu une tasse de café. Quand minuit viendra, tu devras voir tout clairement. Nous deux. J'ai pris le café, suis retourné à ma position près de la fenêtre. Elle a tiré une 2e chaise d'un endroit que je n'ai pas demandé, et s'est installée à côté de moi. Nous avons observé en silence tandis que l'après-midi s'estompait pour laisser place au soir. Le ciel de Scottsdale est passé de l'orange au violet, puis au noir bleuté profond. Les lumières se sont allumées dans le quartier. Ma maison brillait plus que les autres. Chaque fenêtre était éclairée. À travers la vitre, je pouvais voir Edwin faire les 100 pas dans le salon. Euphémia au téléphone. Une conversation animée, gesticulant avec sa main libre. Il coordonnait quelque chose. Quelqu'un. Les pièces se mettaient en place. Georgiana a versé plus de café, m'a offert un sandwich. J'ai mangé sans en sentir le goût, mes yeux ne quittant jamais ses fenêtres. Les heures se sont écoulées. 22h, 23h. Le quartier s'est endormi. Les lumières se sont éteintes maison par maison, sauf la mienne. Edwin et Euphémia restaient éveillés, se déplaçant entre les pièces, vérifiant leur téléphone, regardant par les fenêtres, attendant. À 23h40, Georgiana m'a touché le bras. Bientôt.
Mon cœur battait la chamade. 3 jours d'observation et maintenant le moment approchait. Que allais-je voir? Quelle était l'étendue de leur plan? À quel point la trahison de mon fils était-elle complète? Les questions tournaient dans mon esprit comme des vautours. Puis, à 23h47, des phares ont balayé la rue. Georgiana m'a de nouveau touché le bras. Ça y est, a-t-elle chuchoté. Une berline noire a ralenti, a tourné dans mon allée. Le moteur s'est coupé, une portière s'est ouverte. Un homme en est sorti, costume d'affaires malgré l'heure tardive, mallette en cuir à la main. Il a vérifié sa montre, a regardé autour de lui avec la conscience prudente de quelqu'un qui savait que l'heure était inhabituelle. Ma porte d'entrée s'est ouverte avant qu'il ne puisse frapper. Edwin devait l'attendre. Ils ont échangé quelques mots brefs sur le porche, les voix trop basses pour être entendues. Puis tous deux ont disparu à l'intérieur. La porte s'est refermée. À travers la fenêtre du salon, je pouvais maintenant voir 3 silhouettes. J'ai levé mes jumelles. Georgiana a levé son téléphone. Nous n'avions pas discuté de nos rôles. Nous nous y sommes simplement glissés. La documentation se faisant automatiquement entre nous. Collecte de preuves. Témoignages. Montage d'un dossier sans prononcer les mots. À travers la fenêtre de mon salon, j'ai assisté au début d'une réunion à ma propre table de salle à manger. L'homme à la mallette s'est assis. Edwin en face de lui. Euphémia est apparue du couloir, portant un dossier. Je l'ai reconnu immédiatement. Rouge, usé sur les bords. Celui de mon classeur. Mon coffre-fort violet. Mes papiers personnels. C'est lui. A chuchoté Georgiana. C'est Chavez. J'ai baissé les jumelles assez longtemps pour la regarder. Vous en êtes certaine? J'ai vérifié sa licence d'agent immobilier après sa 2e visite. Louis Chavez, commercial et résidentiel. Le nom s'est installé dans ma mémoire comme une preuve classée dans un dossier. Louis Chavez, agent immobilier, rencontrant mon fils et ma belle-fille dans ma maison à minuit avec mes documents privés étalés sur ma table de salle à manger. Bien pensé. Ai-je dit doucement. Documentez tout, a-t-elle répondu. Vous en aurez besoin. J'ai levé mon téléphone et j'ai commencé à prendre des photos. La distance rendait certains clichés flous. La vitre ajoutait des reflets, mais suffisamment d'images étaient claires, horodatées, datées. La preuve que cette réunion avait eu lieu, que ces personnes s'étaient rassemblées, que mes papiers avaient changé de main à mon insu ou sans mon consentement. 30 ans de travail judiciaire m'avaient appris une vérité fondamentale. Les preuves comptent plus que l'émotion. Ce que je ressentais en regardant cette scène, et les sentiments menaçaient de m'étouffer, devaient attendre. Pour l'instant, seule la documentation importait. La réunion s'est prolongée. Chavez a examiné les documents, les tenant à la lumière, vérifiant occasionnellement les signatures, les filigranes, l'authenticité. Le langage corporel d'Edwin criait la nervosité, les épaules voûtées, les mains agitées, incapable de soutenir le regard. Mais Euphémia était assise, confiante et immobile, observant Chavez avec la patience de quelqu'un sûr de sa position. Des papiers ont été signés, des poignées de main échangées par-dessus la table. Puis Euphémia a disparu dans la cuisine et est revenue avec une bouteille, 3 verres. Du champagne. Une petite célébration. Ils ont trinqué. Chavez a ri de quelque chose qu'Edwin a dit. Il célébrait dans ma maison avec mes papiers, planifiant ma destruction autour d'un verre. J'ai baissé mon téléphone. Mes mains tremblaient, non pas de froid, mais d'une fureur contenue par la seule force de ma volonté. La main de Georgiana a brièvement touché mon épaule. Continue de photographier, a-t-elle murmuré. L'épreuve, pas l'émotion. Elle avait raison. J'ai de nouveau levé le téléphone, capturé le toast, les sourires, la confiance sur leur visage, chaque détail qui compterait plus tard quand tout cela finirait là où je savais que ça finirait, dans une salle d'audience. À minuit 45, Chavez s'est levé, a ramassé sa mallette. Les 3 se sont dirigés vers la porte d'entrée. Georgiana et moi avons doucement poussé la fenêtre de la maison vacante pour l'ouvrir davantage. La chaude nuit de juin transportait le son mieux que je ne l'avais espéré. La rue était silencieuse, à l'exception du murmure lointain de l'autoroute. La voix de Chavez nous est parvenue clairement. Si la procuration est légitime, nous concluons la vente d'ici le 15 juillet.
Les acheteurs offrent 650 000 € en espèces. Les mots ont atterri comme des coups physiques. Procuration. Conclusion. Acheteur. Ils ne se contentaient pas de planifier de voler ma maison. Ils étaient en train de la vendre. La réponse d'Edwin a aggravé les choses. Elle est légitime. Mon père l'a signée il y a des mois. Le mensonge. Le mensonge absolu et complet. Je n'avais rien signé. Rien autorisé. Donné aucune permission pour quoi que ce soit de tout cela. Je devrais vérifier auprès de la société de titres de propriété, a poursuivi Chavez. Mais nous sommes sur la bonne voie. La voix d'Euphemia, douce et confiante. Tout est en ordre. Nous avons planifié cela avec soin. Planifié avec soin. Les mots résonnaient dans mon esprit. Pendant que je vaquais à mes occupations en leur faisant confiance, ils avaient planifié avec soin, méthodiquement. Le vol de tout ce que j'avais construit. La porte s'est refermée. Le moteur de la berline a démarré. Les feux arrière ont disparu dans la rue. Le quartier est revenu au silence, mais plus rien ne serait jamais silencieux dans mon esprit. Je me tenais à la fenêtre, le téléphone à la main, les photos stockées, les preuves recueillies. Georgiana à mes côtés, son carnet rempli d'heures et de descriptions. Nous avions tout vu, tout documenté. Il l'a signé il y a des mois, ai-je dit, ma voix à peine contrôlée. Je n'ai rien signé. Un faux, demanda Georgiana. Ça doit l'être. La question est de savoir si c'est un bon faux. Elle m'a regardé, son expression sérieuse. Que vas-tu faire? Je me suis détourné de la fenêtre, sentant quelque chose s'installer en moi. Le choc était parti. Le déni était parti. Seule une certitude froide demeurait. Les laisser penser qu'ils réussissent. Puis leur montrer ce qui arrive quand on sous-estime un juge. Les phares ont balayé la rue à 23h47, exactement comme Georgiana l'avait prédit. La berline noire se déplaçait avec une lenteur délibérée, comme si le conducteur confirmait l'adresse dans l'obscurité. Elle s'est engagée dans mon allée, le moteur se coupant avec un clic mécanique qui a retenti dans la rue silencieuse. J'ai levé mes jumelles. À côté de moi, Georgiana préparait son téléphone. Nous étions assis à cette fenêtre depuis des heures, attendant ce moment. Maintenant qu'il arrivait, mon pouls martelait à mes oreilles. La portière du conducteur s'est ouverte. Un homme en est sorti. La quarantaine, cheveux noirs, costume d'affaires malgré l'heure de minuit, mallette en cuir dans la main droite. Il a vérifié sa montre avec le geste de quelqu'un qui confirme être à l'heure pour un rendez-vous qu'il préférerait ne pas avoir à cette heure. Sa tête a pivoté à gauche, puis à droite, scrutant le quartier avec une attention prudente. C'est lui, a chuchoté Georgiana. C'est Chavez. J'ai baissé les jumelles assez longtemps pour la regarder. Vous en êtes certaine? J'ai vérifié sa licence d'agent immobilier après sa deuxième visite. Louis Chavez, commercial et résidentiel. Le nom s'est classé dans ma mémoire comme une référence de dossier. Louis Chavez, immobilier, réunion de minuit. Les pièces se connectaient, formant une image que je redoutais mais que j'avais besoin de voir entièrement. Bien pensé, ai-je murmuré, levant mon téléphone pour photographier la plaque d'immatriculation. Georgiana a noté le numéro dans son carnet sans que je le lui demande. Nous étions tombés dans un partenariat tacite. Moi capturant des images, elle enregistrant les détails, d'une écriture précise. Ma porte d'entrée s'est ouverte avant que Chavez n'atteigne le porche. Edwin devait l'observer de l'intérieur, attendant. Ils ont échangé des mots que je ne pouvais pas entendre de cette distance. Juste de brèves syllabes et des hochements de tête. Pas de poignée de main. C'était des affaires, pas une visite de courtoisie. Edwin s'est écarté. Chavez est entré. La porte s'est refermée derrière eux. À travers la fenêtre du salon, je pouvais maintenant voir 3 silhouettes. J'ai ajusté les jumelles, mettant la scène au point. Ils se dirigeaient vers ma table de salle à manger. Chavez a posé sa mallette. Edwin a tiré des chaises. Euphemia est apparue de la direction de mon bureau, et mon estomac s'est noué. Elle portait le dossier rouge. Ce dossier, ai-je dit, la voix creuse. Le rouge? C'est celui de mon coffre-fort. Georgiana s'est penchée plus près. Qu'y a-t-il dedans? Acte de propriété, testament original, documents financiers,
tout ce dont ils auraient besoin pour... Tout ce dont ils auraient besoin pour tout voler. Les mots avaient un goût de cendre. J'ai levé mon téléphone et j'ai commencé à photographier. La distance mettait l'appareil à l'épreuve, à environ 55 mètres de l'autre côté de la rue, et la vitre ajoutait des reflets, mais suffisamment d'images étaient claires. Chavez assis en bout de ma table de salle à manger. Edwin à sa droite, la posture raide de tension même d'ici. Euphémia déposant des documents sur la surface avec une précision organisée. Cela se passait vraiment, dans ma maison, à ma table, avec mes papiers. Georgiana écrivait continuellement dans son carnet. Heure 23h52. Sujet, 3 visibles par la fenêtre avant. Document, plusieurs papiers étalés sur la table de la salle à manger. Activité, réunion d'affaires apparente. Son expérience d'infirmière transparaissait dans la précision clinique de ses observations. Symptômes documentés, preuves recueillies, pas de commentaires émotionnels, juste des faits. À travers les jumelles, j'ai regardé Chavez prendre les documents un par un. Il en a tenu plusieurs à la lumière, vérifiant les filigranes, ai-je réalisé, vérifiant l'authenticité. Il avait déjà fait ça, savait quoi chercher dans des documents légitimes. L'examen professionnel aurait dû me réconforter. Au lieu de cela, il m'a terrifié. Si le faux était assez bon pour passer cette inspection, prouver sa fausseté serait exponentiellement plus difficile. Le langage corporel d'Edwin criait l'inconfort. Il n'arrêtait pas de bouger sur sa chaise, ses doigts tambourinant le bord de la table, son regard passant de Chavez à Euphémia. La culpabilité irradiait de chaque mouvement. Mais il n'a pas arrêté. Ne s'est pas levé pour mettre fin à cela. Il est resté assis, complice de sa propre honte. Euphémia, au contraire, était assise parfaitement immobile, confiante. Quand Chavez posait des questions, je pouvais voir sa bouche bouger, des gestes accompagnant ses mots. Elle répondait avec un minimum de mouvement, un hochement de tête, une brève réponse, l'économie de mouvement qui vient de la certitude. Elle croyait que cela fonctionnerait, qu'ils avaient couvert tous les angles, que je ne le saurais jamais ou que je ne pourrais jamais l'arrêter. La réunion s'est prolongée de 20 minutes, 30, 40. Mes jambes se sont engourdies à force de rester immobile. Mon épaule me faisait mal à force de tenir le téléphone stable pour les photos, mais je n'ai pas bougé. Je ne pouvais pas. C'était une preuve qui se déroulait en temps réel. Chaque seconde comptait. À un moment donné, des documents ont été glissés sur la table. Edwin a signé quelque chose. Puis, Euphémia. Leurs stylos se sont déplacés sur des pages que je ne pouvais pas voir assez clairement pour les identifier. Mais j'ai photographié chaque instant, une preuve horodatée des signatures données, des accords conclus, de la fraude commise. Parce que c'est ce que c'était. Je n'avais rien signé, rien autorisé. Chaque signature sur ces documents en mon nom devait être fausse. Chavez a rassemblé les papiers dans sa mallette, s'est levé, a tendu la main. Edwin l'a serré, puis Euphémia. Une transaction commerciale conclue à la satisfaction de tous. Puis, Euphémia a disparu vers la cuisine. Il célèbre, a chuchoté Georgiana. Ma mâchoire s'est crispée. Ils pensent qu'ils ont gagné. Ils ne savent pas que tu les observes. Ils ne savent pas beaucoup de choses encore. Les mots sont sortis plus durs que prévu. Georgiana m'a jeté un coup d'œil. Qu'est-ce que tu prévois? La justice. Euphémia est revenue avec une bouteille et 3 verres. Du champagne. J'ai reconnu la forme même à travers la fenêtre. Elle a versé avec un air théâtral. A tendu les verres à Edwin et Chavez. Ils les ont levés à l'unisson. Un toast à quoi? Au vol de ma vie. À leur intelligence. Aux 650 000 € qu'ils pensaient bientôt posséder. J'ai baissé mon téléphone. Mes mains tremblaient d'une fureur que je contrôlais à peine. Chaque instinct hurlait de traverser la rue, d'ouvrir la porte, de les confronter à leur trahison. Mes 30 ans sur le banc m'avaient appris mieux. Les réactions émotionnelles étaient rejetées. Les preuves obtenaient des condamnations. En ce moment, j'avais besoin de preuves plus que de satisfaction. Continue de photographier. La voix de Georgiana m'a atteint à travers la brume rouge. Les preuves, pas l'émotion. J'ai de nouveau levé le téléphone. J'ai capturé le toast au champagne, les sourires. Chavez riant de quelque chose qu'Edwin a dit. La conspiration confortable de gens qui se croient en sécurité.
À minuit 45, Chavez a posé son verre. La réunion se terminait. Ils se sont dirigés vers la porte d'entrée, hors de ma ligne de mire à travers la fenêtre. J'ai baissé les jumelles et j'ai regardé Georgiana. Elle se déplaçait déjà, traversant vers la fenêtre avant de la maison vacante, celle qui donnait directement sur la rue. Je l'ai suivie. Elle l'a ouverte de quelques centimètres. La chaude nuit de juin est entrée. Il faisait encore 32 degrés Celsius même à cette heure, transportant l'odeur du bitume chauffé et du créosotier du désert. La porte d'entrée de ma maison s'est ouverte. Ils sont sortis sur le porche. Chavez d'abord, mallette à la main, puis Edwin et Euphemia derrière lui. La lumière du porche les illuminait clairement, à 45 mètres maintenant, plus près qu'avant. Dans le quartier silencieux, leur voix portait. Si la procuration est légitime, nous concluons la vente d'ici le 15 juillet. La voix de Chavez, professionnelle et commerciale. Les acheteurs offrent 650 000 € en espèces. Les mots m'ont frappé comme la lecture d'un verdict. Procuration. Date de clôture. Vente au comptant. Ils ne se contentaient pas de planifier. Ils exécutaient. C'était réel, actif, déjà en mouvement. Elle est légitime. La voix d'Edwin essayant d'être confiante, mais atterrissant quelque part près du désespoir. Mon père l'a signé il y a des mois. Le mensonge. Le mensonge absolu et complet. Je n'avais rien signé. Pas de procuration, pas d'autorisation de vendre, pas de permission pour aucune action concernant ma propriété. Le document devait être un faux. La question était de savoir s'il tromperait la société de titre de propriété. Je devrais vérifier auprès de la société de titre de propriété, a dit Chavez, répondant à ma question tacite. Mais nous sommes sur la bonne voie. La voix d'Euphemia a tranché, douce et certaine. Tout est en ordre. Nous avons planifié cela avec soin. Soin. Le mot a résonné dans mon esprit. Pendant que je me promenais dans mon quartier, lisais mes livres, faisais confiance à mon fils. Ils avaient planifié avec soin, méthodiquement, probablement depuis des mois. L'effraction dans mon bureau n'avait pas été le début. C'était une partie d'une opération déjà bien entamée. Des poignées de main échangées, de brefs au revoir. Chavez s'est dirigé vers sa voiture, a démarré le moteur. Les feux arrière ont brillé en rouge alors qu'il reculait dans l'allée, puis ont disparu dans la rue. Edwin et Euphemia sont restés un moment sur le porche, le regardant partir. Puis ils se sont tournés l'un vers l'autre. Edwin a dit quelque chose que je n'ai pas pu entendre. Euphemia a ri, un son qui apportait clairement dans l'air nocturne, musical et triomphant. Ils sont rentrés, la porte s'est fermée. Les lumières du salon se sont éteintes. Ils allaient se coucher. Le travail de la nuit était terminé. Demain, ils se réveilleraient un peu plus près de voler tout ce que j'avais construit. Je me tenais à la fenêtre ouverte, le téléphone à la main, des dizaines d'images stockées, des preuves horodatées. Georgiana à mes côtés, son carnet rempli d'observations précises. Nous avions la documentation, les témoins, la preuve. Mais la documentation ne suffisait pas. Je devais comprendre toute l'étendue du complot. Connaître chaque acteur, cartographier chaque mouvement avant de contre-attaquer. Il l'a signé il y a des mois, ai-je dit doucement, testant les mots. Je n'ai rien signé. Un faux, demanda Georgiana. Ça doit l'être. La question est de savoir si c'est un bon faux. S'il passe la vérification de la société de titre, prouver sa fausseté devient exponentiellement plus difficile. Que vas-tu faire? Je me suis détourné de la fenêtre, sentant les dernières traces de choc se consumer. Ce qui restait était une clarté froide, une concentration judiciaire. 3 décennies à traiter des preuves, à monter des dossiers, à trouver la vérité dans les témoignages et les documents, toute cette expérience condensée en un seul objectif maintenant. Les laisser penser qu'ils réussissent, ai-je dit. Les laisser croire que je suis toujours quelque part en Arizona à regarder les canyons. Les laisser faire chaque pas qu'ils ont prévu. Je vais tout documenter. Puis, quand ils penseront avoir gagné, je leur montrerai ce qui arrive quand on essaie d'escroquer un juge. Georgiana a hoché la tête lentement. Tu auras besoin d'un avocat, quelqu'un spécialisé dans ce domaine. J'ai quelqu'un en tête. Marcus Webb a plaidé devant moi pendant des années. Il me doit une fière chandelle pour avoir été clément dans son affaire de conduite en état d'ivresse.
Quand agiras-tu? Pas encore. Pas avant d'avoir tout. Ils ont mentionné une clôture le 15 juillet. Ça me donne 3 semaines pour monter un dossier en béton. Je me suis retourné vers ma maison, maintenant presque entièrement sombre à l'exception de la lumière du porche. Ils vont conclure la vente. Signer tous les papiers. Accepter l'argent. Puis je vais tout leur reprendre et les envoyer en prison pour ça. Georgiana est restée silencieuse un moment. Puis, tu sais ce que ça signifie? Tu devras poursuivre ton propre fils. Les mots flottaient entre nous. J'avais évité cette vérité, la gardant aux confins de ma conscience. Mais elle avait raison. Ce chemin menait à des accusations criminelles, à la fraude, au faux et usage de faux, au vol. Si j'allais jusqu'au bout, Edwin risquerait la prison. Mon fils, le garçon que j'avais élevé, à qui j'avais appris à faire du vélo, que j'avais envoyé à la faculté de droit, aux côtés de qui je m'étais tenu à son mariage. J'ai regardé Georgiana, et quand j'ai parlé, ma voix était ferme. Il a fait son choix quand il a décidé de me voler. Je fais le mien en décidant de l'arrêter. Elle a hoché la tête une fois, acceptant cela. De quoi as-tu besoin de moi? Continue de surveiller quand je ne peux pas être là. Documente tout ce qui est inhabituel. Sois prête à témoigner si ça en arrive là. Je peux le faire. Nous nous tenions ensemble dans l'obscurité de la maison vacante. 2 personnes âgées regardant la nuit reprendre le silence. De l'autre côté de la rue, ma maison était immobile. À l'intérieur, mon fils et sa femme dormaient paisiblement, confiants dans leur plan. Ils n'avaient aucune idée que leur célébration était prématurée. Le juge était de retour en session, et l'audience allait bientôt commencer. L'aube a percé sur le désert, la lumière orange filtrant à travers les fins rideaux de la chambre de motel. J'étais assis sur le bord du lit, encore habillé de la veille, le téléphone à la main, affichant les photos de la réunion de minuit. À côté de moi, le carnet de Georgiana était ouvert sur ses observations précises, ses heures, ses descriptions. Les mots de Louis Chavez capturés dans son écriture soignée. Je n'avais pas dormi, je ne pouvais pas. Mon esprit revenait sans cesse sur ces phrases entendues. 650 000 €. 15 juillet. Procuration. La voix d'Edwin disant « Mon père l'a signé il y a des mois ». Le mensonge résonnait dans mon crâne comme un coup de marteau. Mais savoir qu'il vendait ne suffisait pas. Je devais voir les documents eux-mêmes, comprendre l'architecture de leur tromperie. Un dossier construit uniquement sur l'observation était faible. Il me fallait le pistolet fumant, la signature falsifiée, les papiers frauduleux, la preuve qui résisterait à l'examen dans n'importe quelle salle d'audience. Je me suis levé, j'ai versé du café froid de la cafetière que j'avais faite des heures auparavant, et j'ai commencé à planifier. J'ai passé 3 jours à étudier leurs habitudes depuis mon poste de surveillance de l'autre côté de la rue. Edwin partait pour son bureau en ville tous les matins à 8h30, comme une horloge. Euphemia allait faire les courses les mardis et jeudis. Au centre commercial Scottsdale Fashion Square, généralement parti au moins 2 heures d'après le retour de son SUV. Aujourd'hui, c'était jeudi 6 juillet, ma fenêtre d'opportunité. J'observais depuis ma camionnette garée 2 rues plus bas, une casquette de baseball enfoncée sur la tête. La berline argentée d'Edwin a quitté l'allée à 8h27. Routine, prévisible. 43 minutes plus tard, le SUV noir d'Euphemia a suivi, ses lunettes de soleil captant la lumière du matin alors qu'elle vérifiait son reflet dans le rétroviseur avant de partir. J'ai attendu 10 minutes de plus, assez longtemps pour être certain qu'il ne reviendrait pas pour un sac à main ou un téléphone oublié. Puis j'ai conduit jusqu'à ma propre maison, me suis garé dans l'allée comme si j'y avais ma place, parce que c'était le cas, et j'ai sorti ma clé. La serrure a tourné sans problème. Ma propre maison, ma propre porte. Pourtant, mes mains tremblaient légèrement en la poussant. À l'intérieur, le climatiseur bourdonnait. La télévision jouait doucement dans le salon, créant l'illusion d'une présence, probablement. Je me tenais dans mon propre hall d'entrée, me sentant comme un intrus, et le tort de cette sensation a durci quelque chose dans ma poitrine. La chambre d'amis, mon ancienne chambre d'amis, avait été convertie en bureau temporaire pour Edwin. Je l'avais vu y travailler par les fenêtres pendant ma surveillance. Maintenant, j'ai ouvert la porte et je suis entré. Le bureau contenait les débris habituels du travail moderne. Ordinateur portable, papier, bloc-notes tachés de café. J'ai ouvert les tiroirs systématiquement.
Relevé financier, documents de travail, papier d'assurance. Puis le tiroir du bas. Et il était là. Le dossier rouge de la réunion de minuit avec Chavez. Il n'était même pas verrouillé, juste posé là, enfoui sous des enveloppes en carton. Comme s'ils étaient devenus si confiants qu'ils ne prenaient même plus la peine de le cacher correctement. L'arrogance de la chose m'a fait serrer la mâchoire. J'ai étalé le contenu sur la surface du bureau. Un document de procuration daté du 20 mai. Ma signature en bas, sauf que ce n'était pas ma signature. Proche. Très proche. Quelqu'un avait étudié mon écriture avec soin. Mais les points de pression étaient incorrects. La boucle du L dans Laurence ne correspondait pas tout à fait, et le plus révélateur, l'encre semblait plus récente que le papier. Proche, ai-je murmuré à voix haute, le photographiant sous plusieurs angles. Mais le L dans Laurence, je le boucle différemment. Et la date, l'encre, du travail bâclé. Probablement un service de faux en ligne, du genre de ceux qui font de la publicité sur les forums du dark web. Ils prétendraient que j'étais sénile si on les contestait, que j'avais signé mes oubliés. Ça ne marcherait pas. Pas contre les preuves que je rassemblais. J'ai photographié chaque page. La procuration. L'accord de vente préliminaire avec l'acheteur Richard Thompson de Californie. Date de clôture, 18 juillet. Pas le 15 que Chavez avait mentionné, ai-je noté, 3 jours plus tard. Prix d'achat confirmé. 650 000 € en espèces. Puis, alors que j'étais sur le point de tout remettre en place, des pages imprimées ont glissé d'entre deux dossiers. Une correspondance par email. Je les ai presque manquées. La première ligne m'a glacé sur place. Marcus, une fois la vente conclue, j'aurai ma moitié. 325 000 €. Assez pour tout recommencer. J'ai lu, debout, le téléphone oublié dans ma main. Les emails d'Euphemia à quelqu'un à Los Angeles. Des plans détaillés avec une efficacité brutale. Après la clôture, elle prendrait les enfants, quitterait Edwin, déménagerait en Californie, où ce Marcus attendait. Edwin croyait qu'ils achetaient une nouvelle maison à Scottsdale ensemble. Il n'avait aucune idée qu'elle l'abandonnait dès que l'argent serait transféré. Edwin pense que nous achetons une maison ici. Il n'a aucune idée que je pars. Mon fils était utilisé. Un outil, un moyen jetable pour une fin. La prise de conscience aurait dû m'apporter de la satisfaction. Une preuve de karma peut-être. Au lieu de cela, cela n'a fait qu'approfondir la douleur creuse dans ma poitrine. Trahison à tous les niveaux. Lui me trahissant. Elle le trahissant. Tout le monde utilisant tout le monde. Mais ça ne changeait rien. Il avait choisi ce chemin, pris ses décisions. Le fait qu'il soit aussi victime de manipulation ne l'absolvait pas de ses actions contre moi. J'ai photographié les emails, chaque page, chaque mot accablant, puis j'ai soigneusement tout remis exactement comme je l'avais trouvé. Le dossier de retour dans le tiroir, orienté dans la même direction, les emails entre les enveloppes en carton, la surface du bureau nettoyée de toute trace de ma présence. En traversant la maison une dernière fois, je me suis permis de la regarder correctement. Construite il y a 30 ans, chaque coin familier. La cuisine où j'avais appris à Edwin à cuire des œufs. Le salon où nous avions regardé des matchs de football. Le couloir où des photos étaient encore accrochées. Le sourire de ma défunte femme. La remise de diplôme d'Edwin. Des vacances en famille qui semblaient maintenant être arrivées à des personnes différentes. Des souvenirs empoisonnés par la trahison présente. Je suis parti par la porte de derrière, j'ai traversé le jardin du voisin jusqu'à l'endroit où ma camionnette attendait 2 rues plus loin et je suis retourné au motel sans regarder dans le rétroviseur. Dans la chambre de motel, j'ai tout étalé. Le téléphone connecté à l'ordinateur portable, transférant les photos. Le carnet de Georgiana recoupé avec mes nouvelles preuves. Le tableau était complet maintenant. Pas seulement des soupçons ou des réunions observées, mais de la documentation. Des preuves, du genre qui survivent aux appels et aux contre-interrogatoires. J'ai appelé Georgiana depuis la camionnette, la voix plus stable que je ne le sentais. J'ai tout. Les documents, les preuves, la preuve du faux. Tu es entré à l'intérieur. Son inquiétude était immédiate. Ma maison, mes preuves. Ils la vendent le 18 juillet. Une pause. Quel est ton prochain coup? J'arrête de réagir. Il est temps de monter un dossier d'accusation.
Après avoir raccroché, je suis resté seul dans la chambre de motel avec les photos affichées sur l'écran de l'ordinateur portable. La signature falsifiée, l'accord de vente, les emails d'Euphemia planifiant sa fuite, le bureau temporaire d'Edwin qui criait quelqu'un vivant dans un espace liminal, se préparant à un avenir qu'il ne réalisait pas n'arriverait jamais. Ils avaient voulu jouer avec un juge. Très bien. L'audience était maintenant ouverte. J'ai ouvert un bloc-notes juridique et j'ai commencé à faire des listes, les étapes nécessaires, les preuves à rassembler, les professionnels du droit à contacter. Il ne s'agissait plus d'émotion. Il s'agissait de construire un dossier en béton, du genre que j'avais passé 30 ans à construire depuis le banc. Et je n'ai jamais perdu d'affaire où les preuves étaient aussi claires. Je fixais la signature falsifiée sur mon écran, la reproduction soignait mes imparfaites de mon écriture, et je sentis les dernières traces de douleur se consumer en quelque chose de plus froid, de plus pur. Ils m'avaient fait devenir le chasseur. Maintenant, ils allaient apprendre ce que cela signifiait. Demain, je commencerai à construire la forteresse juridique qui les écraserait. Ce soir-là, j'ai organisé les preuves et planifié ma stratégie avec la précision de quelqu'un qui avait fait ça pendant 3 décennies. Laissez-les penser qu'ils ont encore le temps. Laissez-les croire que la clôture se passera sans accroc. Laissez-les faire leurs valises et compter leur argent anticipé. Le piège fonctionne mieux quand la proie ne le voit que trop tard. Je fixais l'écran de mon ordinateur portable jusqu'à ce que les photos se brouillent. Preuve, faux, trahison. Les mots étaient devenus cliniques, détachés de la dévastation personnelle qu'ils représentaient. C'était mieux ainsi. L'émotion obscurcit le jugement. J'avais besoin de la clarté qui venait en traitant cela comme n'importe quelle autre affaire qui passait devant mon tribunal. Sauf que cette fois, j'étais à la fois plaignant, enquêteur et juge. Le bloc-notes juridique à côté de l'ordinateur portable s'est rempli de notes alors que je faisais des recherches sur le droit immobilier de l'Arizona, les structures de fiducie, les peines pour faux et usage de faux. Les tasses de café s'accumulaient sur la table de chevet. Dehors, le soleil du désert grimpait plus haut, mais dans la chambre du motel, je le remarquais à peine. C'était ce que j'avais fait pendant 30 ans. Construire des dossiers juridiques si étanches qu'ils étouffaient l'opposition. Le soir venu, j'avais ma stratégie. Le lendemain matin, je me suis habillé en costume complet pour la première fois depuis le début de cette affaire. Bleu marine, cravate sobre, chaussures cirées. En me regardant dans le miroir de la salle de bain, j'ai vu le juge Laurence revenir. Pas le propriétaire confus, pas le père dévasté, mais l'homme qui avait présidé des centaines de procès, qui s'était bâti une réputation sur une préparation méticuleuse et des contre-interrogatoires dévastateurs. J'ai rangé mon dossier de preuves dans une mallette et j'ai conduit jusqu'au centre de Scottsdale. Le bureau de notaire de Margaret Chen occupait une petite boutique entre une agence d'assurance et un café. Je la connaissais depuis 15 ans par le biais du système judiciaire. Elle s'occupait de la vérification de documents pour d'innombrables affaires. Professionnelle, discrète, minutieuse. Elle a levé les yeux de son bureau quand je suis entré, la reconnaissance suivie d'une inquiétude traversant son visage. Wilbert, j'ai entendu dire que vous voyagiez. Changement de plan. Je me suis assis en face d'elle et j'ai glissé une déclaration sous serment manuscrite sur le bureau. J'ai besoin que ceci soit notarié et déposé. Elle l'a lu lentement, ses yeux s'écarquillant légèrement. Quand elle a relevé les yeux, des questions flottaient sans être dites, mais elle n'en a posé aucune. Ceci déclare que vous n'avez jamais signé de procuration. Correct. Jamais exécuté une telle chose. Jamais autorisé quiconque à agir en mon nom concernant ma propriété. Si quelqu'un utilise des documents falsifiés. C'est exactement ce qui se passe, ai-je interrompu. Son expression est passée de l'inquiétude à quelque chose de plus dur. Une indignation professionnelle peut-être. Cela crée un dossier juridique. Vous comprenez les implications? Je compte sur les implications. Elle a tapé la version officielle, m'a fait signer sous serment, a apposé son sceau de notaire avec une précision délibérée. Le bruit sourd du tampon a résonné comme un coup de marteau. Elle a imprimé plusieurs copies, une pour moi, une pour ses archives, une pour le bureau d'enregistrement du comté. C'est sérieux, Wilbert. Je sais. Elle m'a tendu les copies certifiées, et nos regards se sont croisés. 30 ans de respect mutuel condensés en cet instant. Elle ne poserait pas de questions auxquelles je ne pouvais pas répondre. Je n'expliquerai pas plus que nécessaire. Le document parlait de lui-même.
La fondation était posée. Du notaire, j'ai conduit directement à la Desert Vista Bank. Le hall en marbre semblait excessivement froid. La climatisation luttant contre la chaleur de juillet. Thomas Burke, le directeur de l'agence, s'est levé de son bureau quand il m'a vu. Nous nous connaissions depuis 20 ans. Il gérait mon compte depuis qu'il était directeur adjoint fraîchement sorti de l'école de commerce. Wilbert, je pensais que vous étiez au Grand Canyon. J'ai écourté le voyage. Je me suis installé dans le fauteuil en face de son bureau. J'ai besoin de mettre un blocage formel sur toutes les transactions immobilières impliquant ma propriété. Son expression a immédiatement changé pour une inquiétude professionnelle. Un blocage de transaction nécessite une cause sérieuse. Tentative de vente frauduleuse avec des documents d'autorisation falsifiés. Il a froncé les sourcils, ses doigts se dirigeant déjà vers son clavier. Vous en êtes certain? 30 ans en tant que juge vous apprennent à reconnaître les signatures falsifiées. J'en suis certain. Il a tapé rapidement. S'est arrêté pour lire quelque chose à l'écran. A tapé encore. Blocage mis en place immédiatement. Aucun transfert sans votre présence physique. Pièce d'identité avec photo vérifiée. Confirmation verbale enregistrée. Il a imprimé la confirmation, l'a tamponné du sceau de la banque, me l'a tendu. Désolé que vous ayez à gérer ça. J'ai pris les papiers, sentant un autre mur se mettre en place. J'apprécie la rapidité d'action, Thomas. Toujours. Il m'a serré la main fermement. Faites-moi savoir si vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre. Deuxième barrière érigée. Après un déjeuner rapide que je n'ai pas goûté, j'ai conduit jusqu'au nord-ouest de Scottsdale, au bureau de Catherine Morrison, avocate spécialisée en fiducie et succession. Cher, mais nécessaire. J'avais fait des recherches sur ses qualifications la nuit précédente. 15 ans de spécialisation dans la protection des actifs, excellente réputation, aucun lien avec Edwin ou Euphemia qui pourrait compromettre la discrétion. Son bureau était tout en bois poli et en meubles en cuir, le genre d'endroit qui annonçait la compétence et le coût. Elle a écouté mon explication soigneusement éditée. Un propriétaire inquiet souhaitant protéger ses actifs. Aucune mention de la famille, aucun détail sur le faux. Juste un homme qui voulait que sa propriété soit sécurisée. Une fiducie viagère irrévocable est votre meilleure option, a-t-elle dit après que j'ai fini. Protection des actifs, évitement de l'homologation, contrôle complet maintenu par vous en tant que fiduciaire. En combien de temps cela peut-il être établi? Je peux la rédiger aujourd'hui. La déposer auprès du comté avant la fin de la journée. Elle a ouvert son ordinateur portable, ses doigts volant sur les touches. Date de création? C'était le moment crucial. 15 mai. Elle n'a pas posé de questions. Prérogative du client. Elle a rédigé les documents de fiducie au cours des 2 heures suivantes pendant que j'attendais, examinant chaque section avec moi, expliquant des implications que je comprenais déjà, mais que je les laissais détailler de toute façon. Courtoisie professionnelle. Cela signifie que vous ne pouvez pas facilement l'annuler, m'a-t-elle prévenu. Vous êtes sûr? J'ai besoin d'une protection des actifs. Une protection absolue. Puis-je vous demander ce qui motive cette urgence? J'ai gardé ma voix mesurée, ne révélant rien. Disons que j'ai appris que la famille n'est pas toujours synonyme de sécurité. Une lueur de compréhension a traversé son visage. Elle avait déjà vu ça, probablement. La planification successorale exposait souvent les dysfonctionnements familiaux. La fiducie fournira cette protection. Elle a finalisé les documents, m'a fait signer à plusieurs endroits, les a notariés elle-même et les a déposés électroniquement auprès du comté de Maricopa cet après-midi-là. À 16 heures, ma maison existait légalement au sein d'une fiducie irrévocable avec moi comme unique fiduciaire, ce qui signifiait que la procuration falsifiée d'Edwin, datée après la création de la fiducie, était sans valeur. On ne peut pas vendre une propriété qu'on ne contrôle pas, et il ne contrôlait pas une propriété dans une fiducie. Le piège juridique s'était refermé avant même qu'il ne sache qu'il existait. Je lui ai payé 3500 €, de l'argent bien dépensé, et je suis retourné au motel, sentant les pièces s'emboîter. Ce soir-là, j'ai transformé la chambre de motel en salle de guerre. Des documents étalés sur toutes les surfaces, lit, bureau, petite table près de la fenêtre. J'ai organisé les preuves dans des dossiers étiquetés. Dossier 1, photos de surveillance et observation datées de Georgiana.
Dossier 2, documents falsifiés et analyse comparative des signatures. Dossier 3. Déclaration sous serment notarié et mesures préventives légales. Dossier 4, déclaration de témoin formel de Georgiana. Dossier 5, document de fiducie prouvant que la structure de propriété était antérieure au faux. J'ai tout photographié, fait des copies. Un jeu est resté avec moi. Demain, je placerai un deuxième jeu dans un coffre-fort. Le troisième irait à Georgiana pour qu'elle le garde en lieu sûr. Rien n'était laissé au hasard. J'ai appelé Georgiana depuis le motel, la voix calme malgré l'adrénaline qui bourdonnait encore en moi. Le cadre juridique est en place. Les propriétés sont en fiducie, les banques sont verrouillées, les faux sont documentés. Quand les affronteras-tu, a-t-elle demandé. Le 18 juillet. À la table de clôture. Une pause. Pourquoi attendre? Impact maximum. Les laisser penser qu'ils ont gagné, puis regarder leur monde s'effondrer en public. C'est froid, Wilbert. C'est la justice. Après avoir raccroché, je suis resté assis, entouré de dossiers de preuves, fixant l'organisation que j'avais créée. Des dossiers d'accusation, tout étiquetés, recoupés, horodatés, le genre de préparation qui détruisait les accusés. Ils ont choisi la tromperie, ai-je dit doucement à la pièce vide. Le faux, le vol à la famille. J'ai marqué une pause, fixant la photo de la signature falsifiée sur l'écran de mon ordinateur portable. La reproduction soignée mais imparfaite de mon écriture. L'arrogance de penser qu'il pourrait me tromper. Je choisis la loi, les preuves, des conséquences auxquelles ils ne peuvent échapper. J'ai fermé le dossier avec finalité, sentant quelque chose s'installer dans ma poitrine. Pas la paix, pas la satisfaction, juste une certitude froide. 12 jours jusqu'à la clôture. 12 jours jusqu'à ce qu'ils entrent dans la pièce en pensant avoir gagné, pour découvrir que chaque document qu'ils avaient falsifié, chaque mensonge qu'ils avaient raconté, chaque euro qu'ils avaient compté avait été anticipé, documenté, transformé en arme contre eux. La forteresse juridique était complète, inaccessible, dévastatrice. Maintenant, il me suffisait de rentrer à la maison et de les regarder y entrer. Demain, je reviendrai de mes vacances. Les laisser penser qu'ils avaient encore le temps. Les laisser se détendre dans une fausse confiance. Les laisser croire que le plus dur était passé. Le piège fonctionne mieux quand la proie ne le voit que trop tard. Et j'avais passé 30 ans à apprendre exactement comment tendre des pièges qui n'échouaient jamais. Ma camionnette s'est engagée dans l'allée le 14 juillet, juste après 14 heures. Le soleil de l'Arizona brillait au-dessus de nos têtes, comme toujours. La pelouse semblait fraîchement arrosée, les bordures taillées avec précision. Ma maison était exactement comme je l'avais laissée il y a 2 semaines. Sauf que tout était différent maintenant. Je savais ce qui vivait à l'intérieur de ces murs. La planification, la trahison, les réunions de minuit et les documents falsifiés. Je savais, et ils ne savaient pas que je savais. Ce déséquilibre d'informations était l'arme ultime de mon arsenal. À travers le pare-brise, j'ai vu le rideau avant bouger. Quelqu'un m'avait vu arriver. Bien. Qu'il panique tout en prétendant que tout est normal. J'ai attrapé ma valise sur le plateau de la camionnette, me suis dirigé lentement vers la porte comme n'importe quel voyageur fatigué revenant de vacances ratées. Mes clés ont légèrement tâtonné, une maladresse calculée. La serrure a tourné. J'ai poussé la porte et j'ai appelé, je suis rentré. Le voyage n'a pas fonctionné. Edwin est apparu de la cuisine en quelques secondes, son visage figé de surprise avant qu'un réflexe musculaire ne force un sourire. Papa, tu es rentré tôt. Tout va bien? Derrière lui, Euphémia descendait les escaliers, ses yeux calculant les distances et les délais. 4 jours plus tôt, ce n'était pas ce qu'ils avaient prévu, mais la clôture était toujours prévue pour vendredi. Ils pensaient encore avoir le temps. J'ai posé mes bagages avec une lassitude exagérée. L'altitude m'a affecté, des maux de tête. Je me suis dit que je serais plus à l'aise ici. C'est dommage. La voix d'Euphémia était empreinte d'une parfaite fausse sympathie, mais c'est probablement plus sage de rentrer. J'ai regardé mon propre salon comme si je le voyais pour la première fois. C'est bon d'être de retour. Mon propre lit me manquait. Ils ont échangé un regard. Rapide, chargé de sens. J'ai fait semblant de ne pas le voir. Soulagement mêlé à un nouveau calcul.
J'ai traîné les pieds vers mon bureau, disant que je devais vérifier le courrier, et ils m'ont laissé partir. À l'intérieur du bureau, j'ai rapidement scanné la pièce. Tout semblait intact, bien que je sache qu'ils l'avaient fouillé des semaines auparavant. La serrure du classeur portait encore les éraflures de leur effraction. J'ai passé mon doigt sur les dégâts, mémorisant les détails pour un futur témoignage, puis je suis retourné dans le salon. Le dîner de ce soir-là est devenu une guerre psychologique. Edwin a lancé son attaque déguisée en inquiétude. « Papa, je voulais te dire, tu sembles un peu oublieux ces derniers temps. » J'ai marqué une pause en pleine bouchée, la fourchette en suspens, je l'ai reposée avec une précision soignée. « Oublieux comment ? » Des petites choses, égarer des objets, une confusion sur les dates. Euphémia s'est penchée en avant, la voix dégoulinante de soutien. « C'est naturel à ton âge. Peut-être voir un médecin, juste pour être sûr. » Ma main a glissé dans ma poche, a trouvé mon téléphone, a appuyé sur enregistrer. Chaque mot serait capturé maintenant. Je suppose que j'ai été un peu dispersé. Rien d'inquiétant. Le soulagement d'Edwin était visible. Je veux juste qu'on prenne soin de toi. J'ai vu ce qu'ils construisaient. La base de leur défense lorsque le faux serait découvert. Le vieil homme ne savait pas ce qu'il signait, démence, confusion, déclin cognitif. Ils créaient leur porte de sortie, sans se rendre compte qu'ils construisaient en fait la preuve de leur conscience de culpabilité. J'ai laissé l'incertitude se voir sur mon visage. J'ai touché ma tempe comme si j'essayais de me souvenir de quelque chose. Est-ce que j'ai vraiment l'air si confus ? Pas confus, corrigea Euphémia en douceur. Juste fatigué. Tu as traversé beaucoup de choses. Le lendemain, au déjeuner, elle a tendu le vrai piège. Wilbert, tu te souviens de ces papiers du mois dernier ? Des documents juridiques. J'ai froncé les sourcils, semblant faire un effort de mémoire. Des papiers ? Quels papiers ? Des formulaires de procuration. Tu les as signés pour qu'Edwin puisse t'aider avec les finances. Ma confusion était authentique. Je n'avais jamais signé une telle chose. Mais pour eux, mon expression vide se lisait comme une perte de mémoire. Elle signait quelque chose ? Je ne. C'est flou. Edwin a sauté sur l'occasion. C'est bon, papa. Ne stresse pas. Juste de la paperasse de routine. J'ai paru soulagé. Si vous le dites. Ma mémoire n'est plus ce qu'elle était. Le triomphe qui a traversé le visage d'Euphémia était à peine dissimulé. Edwin s'est visiblement détendu. Il croyait avoir réussi à semer un doute raisonnable sur mon état mental. Il pensait qu'il construisait une défense inattaquable. Au lieu de cela, chaque mot était enregistré, chaque fausse accusation de démence, chaque tentative de fabriquer de la confusion, la preuve qu'ils savaient que la procuration n'était pas autorisée et qu'ils essayaient de se créer une couverture après coup. Ce soir-là, après qu'ils se soient retirés dans leur aile de la maison, je me suis assis dans mon bureau avec des écouteurs, écoutant les enregistrements. La voix d'Edwin, « Papa, tu es confus ces derniers temps. » La voix d'Euphémia. « Ces papiers que tu as signés le mois dernier. » J'ai connecté le téléphone à mon ordinateur portable, j'ai sauvegardé les fichiers avec des horodatages, j'ai gravé des copies sur une clé USB, j'ai envoyé des versions cryptées à Catherine Morrison avec pour objet, preuve d'intention frauduleuse, 14 au 15 juillet 2025. Plus tard dans la nuit, je suis passé devant la porte de leur chambre et j'ai entendu leur voix à travers l'entrebâillement. Il ne se souvient même pas d'avoir signé. La voix d'Edwin, basse et soulagée. Parfait. S'il conteste quoi que ce soit, nous invoquerons le déclin cognitif. Tu penses qu'il va contester ? Il ne le saura pas avant que ce ne soit fait. Encore 3 jours, et nous sommes tranquilles. Ensuite, nous sommes libres. Je me tenais dans le couloir obscur, enregistrant leur conversation sur mon téléphone. Ils n'avaient aucune idée que j'étais là. Aucune idée que chaque mot était une preuve. Aucune idée que le piège s'était déjà refermé sur eux. De retour dans mon bureau, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai tapé un message à Catherine Morrison. Ils ont mordu à l'hameçon, établissant un récit de déclin cognitif. Sa réponse est arrivée en quelques minutes. Enregistrement clair, limpide. Preuve de conscience de culpabilité. À vendredi, 14 h. Ce sera décisif. Je fixais l'écran, ne ressentant rien d'autre qu'une froide certitude.
Ils n'ont aucune idée de ce qui les attend. 3 jours se sont écoulés. J'ai maintenu la performance sans faille, confus, oublieux, inoffensif. J'ai demandé à Euphémia de répéter des choses simples. J'ai marqué des pauses avant de répondre à des questions de base. Je les ai laissés voir ce qu'ils voulaient voir, un vieil homme perdant pied, incapable de se souvenir de ce qu'il avait signé, incapable de monter des recours juridiques. Chaque matin, je les regardais devenir plus confiants. Chaque soir, je passais en revue mes preuves, ajoutant leurs nouveaux mensonges au dossier grandissant. Le vendredi matin est arrivé. Je me suis habillé avec mon costume de salle d'audience, bleu marine, un nœud Windsor parfait à ma cravate, des chaussures cirées à la perfection militaire. J'ai pris ma mallette en cuir, celle que j'avais portée pendant 30 ans sur le banc. À l'intérieur, des dossiers organisés, chacun étiqueté, chacun contenant des preuves qui les détruiraient. Je suis entré dans la cuisine où ils prenaient leur café. J'ai quelques courses à faire. Je reviens plus tard. Ils ont souri, soulagés. Ils pensaient probablement que j'allais à la banque ou à l'épicerie. Des activités de vieil homme inoffensif. Dans 4 heures, ils seraient au bureau de l'agent fiduciaire, s'attendant à signer la vente de ma maison et à percevoir 650 000 €. Au lieu de cela, ils affronteraient les conséquences de la trahison d'un juge. J'ai conduit vers Scottsdale avec la concentration calme d'un procureur sur le point de présenter un dossier imbattable. Pas d'anxiété, pas de doute. Juste la certitude qui vient de 3 décennies d'expérience juridique et de preuves si solides qu'elles pouvaient résister à n'importe quel défi. Ils avaient voulu jouer. Très bien. L'audience était maintenant ouverte. Et je n'ai jamais perdu d'affaire où les preuves étaient aussi claires. Desert Sun Escrow occupait le 2e étage d'un immeuble de bureaux moderne au nord de Scottsdale. À travers les murs de verre de la salle de conférence, je pouvais les voir rassemblés autour de la table. À 13h50, Louis Chavez était assis en bout de table, organisant les documents avec une efficacité exercée. Edwin et Euphémia étaient assis sur le côté gauche, habillés professionnellement, leur énergie nerveuse à peine contenue. Richard Thompson, l'acheteur californien, occupait le côté droit, un homme distingué, cheveux argentés, costume cher. Sarah Martinez, l'agente fiduciaire, arrangeait la paperasse à l'autre bout. Tout se déroulait normalement, juste une autre clôture immobilière. J'ai vérifié ma montre. 14 heures précises. Catherine Morrison se tenait à côté de moi dans le couloir, sa propre mallette à la main. Prêt ? Je suis prêt depuis 2 semaines. J'ai ouvert la porte de la salle de conférence. Toutes les têtes se sont tournées. Les conversations se sont tues instantanément. J'ai vu le visage d'Edwin se vider de sa couleur. J'ai vu Euphémia se lever à moitié de sa chaise avant de se reprendre. Chavez avait l'air confus. Thompson avait l'air agacé. Martinez avait l'air inquiète. Je me suis dirigé vers le bout vide de la table, Morrison derrière moi. Je n'ai pas enlevé ma veste. J'ai posé ma mallette avec un déclic décisif qui a résonné dans la pièce soudainement silencieuse. Bonjour. Ma voix portait l'autorité de 3 décennies passées sur le banc. Je suis Wilbert Lawrence, le propriétaire réel de la propriété que vous tentez d'acheter. Wilbert ? Euphémia était maintenant debout. Qu'est-ce que tu fais ici ? Je l'ai ignoré, m'adressant directement à Martinez. Cette transaction ne peut pas avoir lieu. La procuration sur laquelle vous vous basez est un faux. La voix d'Edwin tremblait. Papa, ce n'est pas. Tais-toi, Edwin. J'ai ouvert ma mallette, j'ai sorti le premier dossier, onglet rouge étiqueté, déclaration sous serment, j'ai contourné la table et je l'ai placé directement devant Martinez. Je présente les preuves maintenant. Elle l'a ouvert, a commencé à lire. Je suis retourné à ma mallette. Voici ma déclaration sous serment que je n'ai jamais exécuté de procuration, jamais autorisé quiconque à effectuer des transactions impliquant ma propriété. J'ai sorti le 2e dossier, onglet bleu. Morrison a pris celui-ci, l'a tendu à Martinez. La propriété de Monsieur Lawrence a été transférée dans une fiducie viagère irrévocable le 15 mai, un mois avant la date de la prétendue procuration. La voix de Morrison était professionnelle, précise. En tant qu'unique fiduciaire, Monsieur Lawrence est la seule personne autorisée à effectuer des transactions impliquant cette propriété. Voici le dépôt auprès du comté. Martinez a examiné les documents, vérifiant les dates, examinant les tampons de dépôt.
Elle a levé les yeux vers Chavez. Avez-vous vérifié le statut de la fiducie avant de procéder? Le visage de Chavez a rougi. La procuration semblait légitime. Documentation standard. La norme inclurait une recherche de titres révélant la fiducie, a interrompu Morrison. Thompson s'est levé brusquement. Vous m'aviez dit que c'était clair. Euphemia a tenté de reprendre le contrôle. C'est un malentendu. Wilbert a signé mais il est confus. Sa mémoire. J'ai sorti mon téléphone. Laissez-moi éclaircir ma mémoire. Cet enregistrement date d'il y a 2 jours. J'ai tapé 2 fois sur l'écran. La voix d'Euphemia a rempli la pièce, claire et accablante. S'il conteste quoi que ce soit, nous invoquerons le déclin cognitif. La voix d'Edwin. Encore 3 jours, et nous sommes tranquilles. Euphemia de nouveau. Ensuite, nous sommes libres. J'ai arrêté la lecture. Le silence était absolu. Est-ce que cela ressemble à quelqu'un qui croyait innocemment que j'avais signé des documents? J'ai sorti le 3e dossier, onglet noir étiqueté, preuve. Je l'ai ouvert pour que tout le monde puisse voir. Photo de surveillance, horodatage, de votre réunion de minuit avec Monsieur Chavez le 2 juillet. Le document est allé sur ma table de salle à manger. Edwin signant des papiers. Euphemia présentant mes dossiers privés de mon coffre-fort forcé. J'ai fait défiler les photos sur mon téléphone, puis je les ai projetées sur l'écran de mon ordinateur portable pour que tout le monde puisse les voir. Chaque image horodatée, chacune indéniable. Thompson s'est penché en avant, a étudié les photos, puis s'est tourné vers Chavez avec dégoût. C'est une fraude. J'appelle mon avocat. On m'a fourni des documents falsifiés. La voix de Chavez s'est élevée. Ils ont déformé la réalité. Nous ne savions pas, a commencé Edwin. Vous avez forcé mon coffre-fort. Ma voix a traversé le chaos comme une lame. Falsifier ma signature, rencontrer Monsieur Chavez à minuit alors que vous me pensiez parti. Vous saviez exactement ce que vous faisiez. Le visage d'Euphemia s'est durci de défi. Tu ne peux pas prouver. J'ai ouvert le 4e dossier. Onglet vert. Analyse comparative des signatures. Ma signature authentique contre le faux. Notez les différences de pression. La formation de la boucle sur le L de Lorentz. La différence d'âge de l'encre. Je l'ai posé sur la table où tout le monde pouvait le voir. Que puis-je prouver? Martinez a refermé son dossier avec finalité. Cette clôture ne peut pas avoir lieu. Je suis tenu de signaler toute fraude suspectée aux autorités. Thompson rassemblait déjà ses affaires. Chavez, vous m'aviez assuré que la documentation était vérifiée. Je vais parler à mon avocat de votre négligence. Edwin a enfin retrouvé sa voix. Papa, s'il te plaît. On peut arranger ça. Parle-nous, c'est tout. J'ai commencé à rassembler mes dossiers, les remettant dans ma mallette dans un ordre parfait. J'ai passé 30 ans à déterminer les conséquences pour les personnes qui enfreignaient la loi. Ça ne change pas parce que tu es mon fils. Je suis toujours ta famille. J'ai marqué une pause, je l'ai regardé droit de l'autre côté de la table, j'ai soutenu son regard jusqu'à ce qu'il détourne les yeux. Tu as cessé d'être ma famille quand tu as essayé de voler ma maison. Maintenant, vous n'êtes que des accusés. J'ai refermé ma mallette avec le même déclic décisif qu'à l'ouverture. J'ai regardé Martinez. Vous aurez ma coopération pour toute enquête. À Thompson. Je m'excuse. Vous avez été entraîné là-dedans. Morrison a ouvert la porte. Je l'ai franchie sans me retourner. Derrière nous, les voix ont éclaté. Récrimination, panique, rejet de la faute. Edwin a appelé mon nom une fois. Je ne me suis pas retourné. Dans l'ascenseur, Morrison a parlé doucement. C'était dévastateur. C'était la justice. Quelle est la suite? Le poste de police pour déposer des plaintes pénales, puis la banque pour sécuriser de nouveaux comptes, puis la maison pour changer les serrures. J'ai regardé les numéros d'étage descendre. Ils ne sont plus les bienvenus. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes sur le hall. La lumière vive du soleil de l'Arizona se déversait à travers les murs de verre. Je suis sorti, Morrison à mes côtés, me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des semaines. La maison était de nouveau à moi. La bataille était gagnée.
Venaient maintenant les conséquences qu'ils avaient méritées. Je suis monté dans ma camionnette, j'ai posé la mallette sur le siège passager et j'ai quitté le parking. Dans mon rétroviseur, je pouvais voir l'immeuble de bureaux s'éloigner. À l'intérieur de cette salle de conférence, leur monde s'effondrait, les plans détruits, l'argent envolé, des accusations criminelles imminentes. J'avais passé 30 ans sur le banc à enseigner que les actions ont des conséquences. Que la justice, bien que parfois lente, finit toujours par atteindre sa cible. Que la trahison de la confiance, surtout la confiance familiale, entraîne les peines les plus lourdes. Aujourd'hui, Edwin et Euphémia avaient appris cette leçon de la manière la plus dure possible. J'ai conduit vers le poste de police, mes dossiers de preuves organisés et prêts. Ce n'était pas de la vengeance. C'était de la responsabilité. C'était la loi fonctionnant comme prévu, protégeant ceux qui ne pouvaient pas se protéger eux-mêmes, punissant ceux qui se croyaient assez malins pour échapper aux conséquences. Ils avaient sous-estimé un juge. C'était leur première erreur. Penser que je ne riposterais pas était leur seconde. Maintenant, ils allaient passer des années à apprendre des deux. La détective Maria Rodriguez était assise en face de moi au poste de police de Scottsdale, examinant mon dossier de preuves. Catherine Morrison attendait à mes côtés pendant que j'exposais l'affaire. Procuration falsifiée. J'ai glissé le document sur la table. L'analyse de la signature montre des incohérences. Photo de surveillance de la réunion de minuit avec Chavez. Enregistrements audio de discutant de la manière dont il prétendrait que j'étais cognitivement diminué. J'ai joué la voix d'Euphémia. S'il conteste quoi que ce soit, nous invoquerons le déclin cognitif. L'expression de Rodriguez s'est durcie. Monsieur Lawrence, vous accusez votre propre fils de fraude criminelle. Je signale un crime qui se trouve impliquer mon fils. Certains pères laisseraient passer ça. Certains pères n'ont pas passé 30 ans à faire respecter la loi. Je ne suis pas ce père-là. La semaine suivante, Edwin a avoué lors de l'interrogatoire, admettant sa participation en connaissance de cause. Euphémia a tout nié jusqu'à ce qu'on lui montre ses emails californiens, puis a entièrement blâmé Edwin. Ils se retournaient l'un contre l'autre. Elle a demandé le divorce ce matin, m'a informé Rodriguez. Elle prévoyait de le quitter de toute façon. Morrison a intenté des poursuites civiles simultanément. 100 000 € pour dommages et intérêts. Ils ne le paieront probablement jamais, m'a-t-elle prévenu. Le jugement les suivra pour toujours. C'est le but. L'audience d'expulsion a eu lieu le 29 juillet. La juge Sarah Chen, mon ancienne greffière, a entendu les preuves et a statué rapidement. Expulsion accordée. 10 jours pour quitter les lieux. Le 1er août, jour du déménagement. J'ai observé depuis mon bureau alors qu'ils chargeaient un camion de location. Alors qu'ils avaient presque fini, Edwin est venu seul à la porte. Papa, s'il te plaît, donne-moi une autre chance. J'ai étudié l'homme qui avait forcé mon coffre-fort. Falsifié ma signature. Tu as fait des choix calculés, Edwin. Tu as choisi cette voie. Tu es mon père. J'étais ton père. Tu as fait de moi une victime à la place. J'ai fermé la porte, les verrouillé, j'ai changé toutes les serrures. Cet après-midi-là, l'affaire pénale s'est dirigée vers la sentence. 18 mois de probation pour Edwin, 2 ans pour Euphémia. Des casiers judiciaires permanents, certaines conséquences. Le 28 août est arrivé. Je me suis habillé de mon costume de salle d'audience et j'ai conduit en ville pour voir mon fils recevoir son jugement. Le tribunal supérieur du comté de Maricopa semblait différent du côté public. Pendant 30 ans, j'étais entré par les couloirs judiciaires. Maintenant, je suis passé par les détecteurs de métaux, j'ai trouvé la salle d'audience 4B, j'ai pris place dans la galerie. Edwin et Euphémia étaient assis à des tables de défense séparées. Aucun des deux ne s'est retourné pour me reconnaître. Le juge Michael Harrison est entré. Levez-vous. Le greffier a appelé l'affaire. Edwin s'est levé le premier, la voix à peine audible. Coupable, votre honneur. Euphémia a suivi. Plus forte, mais défiante. Coupable. Harrison a lu des extraits de ma déclaration de victime à voix haute. Pendant 30 ans, j'ai fait respecter la loi depuis ce banc. Ils ont forcé mon coffre-fort, falsifié ma signature, tenté de voler ma maison pendant que je dormais sous son toit. La relation n'excuse pas le crime. Elle l'aggrave. Le silence était absolu.
Ce tribunal prend la fraude familiale au sérieux, a poursuivi Harrison. Vous avez exploité la confiance, falsifié des documents, tenté de voler quelqu'un qui vous avait donné un abri. Il a consulté ses notes. Edwin Lawrence, 18 mois de probation surveillée, 200 heures de travaux d'intérêt général, 15 000 € d'amende, 50 000 € de dédommagement. Euphemia Lawrence, 2 ans de probation, 300 heures de travaux d'intérêt général, 25 000 € d'amende, 50 000 € de dédommagement, interdiction de 5 ans d'exercer dans l'immobilier. Le marteau est tombé. Je suis sorti sans me retourner. Sur les marches du palais de justice, Georgiana attendait. La justice a prévalu. Comme toujours. Parfois, elle a juste besoin d'un coup de main. Quelle est la suite? Du bénévolat, des conseils juridiques pour les personnes âgées, m'assurer que cela n'arrive pas à quelqu'un d'autre. J'ai conduit à travers les rues familières de Scottsdale, passant devant des lieux qui étaient devenus des chapitres de cette histoire. La banque, le bureau de Morrison, l'immeuble de l'agent fiduciaire où tout s'est effondré. Dans mon allée, je suis resté assis tranquillement avant de sortir. 30 ans sur le banc. Jamais je n'aurais pensé que mon propre fils se tiendrait là où se tenaient les accusés. Il avait eu tous les avantages. Éducation, soutien, intégrité modelée au quotidien. Il a choisi la cupidité à la place. J'avais choisi la justice. C'était la différence entre nous. Certains pères lui auraient pardonné, auraient préservé la relation à tout prix. Mais cela aurait fait de moi une victime. Je n'avais pas survécu à 30 ans dans les salles d'audience en acceptant la victimisation. Je me suis dirigé vers ma porte. Nouvelle serrure, pièce vide, paix restaurée. Est-ce qu'Edwin me recontacterait? Probablement pas. J'avais perdu mon fils. Ça faisait mal. Ça ferait toujours mal. Mais j'avais gardé ma dignité, ma maison, mon respect de moi-même. La justice n'est pas toujours tendre, mais elle est toujours juste. J'ai fait du café et j'ai ouvert mon ordinateur portable pour rechercher des programmes de bénévolat juridique pour les personnes âgées. Transformer la douleur en but. Transformer la trahison en protection pour les plus vulnérables. Ils avaient essayé de faire de moi une victime. J'avais refusé. Ce refus, c'était la vraie victoire. Certains liens sont sacrés. Certaines trahisons sont impardonnables. Et c'est bien ainsi. La maison était silencieuse, à moi seul maintenant. Sur Défendu, un foyer. Et si cette histoire vous a plu, merci de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de partager vos impressions dans les commentaires.